L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Tout ce que vous voulez savoir sur le Venezuela, c'est ce soir dans les décodeurs de l'écho. Sujet d'actualité, oui, parce qu'on est au bout de 3 semaines de manifestations extrêmement violentes contre l'insécurité, contre la corruption, contre les pénuries en tout genre dans ce pays qui vit sous le régime chaviste maintenant depuis une quinzaine d'années. Alors il est mort Hugo Chavez l'an dernier, mais son héritier est au pouvoir. Alors confronté à cette vague de manifestations, il a organisé aujourd'hui une conférence sur la paix. Est-ce que ça sera suffisant? Bon, probablement pas. Il faut reconstruire l'économie. Elle est en lambeaux, cette économie. On vous en parle ce soir avec nos décodeurs de l'écho. Toujours avec nous, Adeline Joffre. Elle est spécialiste du Venezuela à l'Université de Paris 3 et l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Philippe Chalmin, qui rédige chaque année pour vous le Cyclope, le rapport qui fait foi sur les matières premières. Il est professeur à Paris Dauphine. Philippe Moreau-Desfarges, auteur de l'histoire du monde pour les nuls. Alfredo Valadao, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Dans un instant, probablement, l'économiste Philippe Ferreira, on parlera avec lui des pays émergents. On continue donc, 3 semaines de grogne au Venezuela. Alors, on verra tout à l'heure si on peut faire le parallèle ou pas avec l'Ukraine, je ne sais pas. On verra, évidemment, il faut rester prudent, mais que se passe-t-il donc à Caracas et puis dans la province du Venezuela, parce que tout est parti de la province. On voit ça avec Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. D'abord, ce sont des milliers d'étudiants qui sont descendus dans les rues, en province, puis petit à petit dans tout le pays. Ils ont été rejoints rapidement par des militants de l'opposition. Les raisons de la colère, la politique économique menée depuis des années et l'insécurité. Le pays est confronté à une pénurie de denrées de première nécessité. Au mois de mai dernier, par exemple, scène surréaliste, la ruée sur le papier toilette. Le pouvoir d'achat s'effondre, l'inflation avoisine les 60%. Quant à l'insécurité, on dépasse les 25 000 homicides par an contre 5 000 en 98. Après 3 semaines de manifestations, 14 morts et 140 blessés, la situation semble aujourd'hui s'apaiser. Pour tenter de calmer le jeu, le président Nicolás Maduro propose une conférence pour la paix. Un objectif, tenter de renouer le dialogue. Jusqu'à présent, nous avons eu l'intolérance et la haine. Le Venezuela ne veut plus de cette haine et ne veut plus de ces manifestations. Le Venezuela veut la paix, la tolérance, l'amour et le vivre ensemble. Enrique Capriles incarne l'opposition au Venezuela. D'ailleurs, il y a 11 mois, lors de l'élection présidentielle, il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'il accède au pouvoir et succède à Hugo Chavez. Il a, dès hier, refusé tout compromis avec le nouveau président. Je ne vais pas aller à une réunion pour aider Maduro à garder la face. Je ne suis pas comme l'orchestre du Titanic. Je ne suis pas le musicien. Le bateau est en train de couler et moi, je jouerai de la musique? Non, monsieur Nicolas, vous ne m'utiliserez pas. La situation peut paraître paradoxale, car dans ce pays de plus de 30 millions d'habitants, on trouve plus de pétrole qu'en Arabie Saoudite. Mais voilà, le principal client, les États-Unis, et ils en achètent aujourd'hui beaucoup moins. Ensuite, l'essentiel de la production est absorbé par les Vénézuéliens eux-mêmes. Ça ne rapporte pas grand-chose. Par exemple, un plein de 50 litres, c'est moins d'1 euro. Enfin, la position même de Nicolás Maduro semble pour bon nombre d'observateurs fragile. Son gouvernement est pléthorique, on dénombre une centaine de ministres et vice-ministres, et beaucoup ne voient pas en lui l'animal politique qu'était Hugo Chavez. D'ailleurs, symbole, les 2 filles d'Hugo Chavez habitent toujours dans le palais présidentiel et empêchent Nicolás Maduro de s'y installer. Voilà donc explication de Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. Oui, ce qu'il nous disait Jean-Baptiste Adeline Joffre il y a un instant, les 2 filles de Chavez qui sont toujours installées dans le palais présidentiel 1 an après la mort du père, moins d'1 an après la mort du père. Chavez, qu'est-ce qui reste de Chavez au Venezuela? Est-ce que c'est toujours une icône vénérée? Est-ce que sa photo, son portrait, les rues portent son nom? Racontez-nous, vous qui connaissez bien le Venezuela. Le Venezuela est hors du Venezuela. Quand vous parlez de rues, justement, il y a eu beaucoup de monuments publics ou de rues qui ont été baptisées en Amérique latine ou ailleurs. Hugo Chavez, ou certaines ont été débaptisées aussi, comme en Libye, par exemple, et certainement dans d'autres lieux. Et la famille Chavez, ce qui est important dans le chavisme aussi, c'est la filiation. Et d'ailleurs, quand il a désigné son successeur, c'est un peu ça qu'il a fait. C'est finalement essayer de faire entrer Maduro dans sa famille. Donc,
qu'il n'était absolument pas question que sa famille, disons, légitime, sorte du giron du pouvoir. D'ailleurs, les premiers faits finalement faits politiques de Maduro, ça a été de nommer le gendre d'Hugo Chavez à un poste clé. Ses filles aussi sont désormais et les frères d'Hugo Chavez à des postes clés de l'administration. Donc bien sûr, la famille Chavez reste vraiment au cœur du pouvoir politique. On parlait tout à l'heure du pétrole vénézuélien, Philippe Chalmin, bon, alors qui est beaucoup plus difficile à explorer, exploiter, raffiner. Il a des contingences, hein, il est des contraintes, il est plus lourd, il est davantage, comment dire, avec des particules de soufre. La compagnie vénézuélienne, bon, on en expliquait qu'il y a eu une fuite, enfin en tout cas de licenciement donc des cadres. C'est une compagnie qui a du mal à réinvestir, à se moderniser. Écoutez, on estime que pour se remettre à peu près à niveau, il faudrait un minimum de 3 milliards de dollars d'investissement. C'est vraiment minimum. Vous avez cité des accidents dans des raffineries. Il y a eu 2 accidents sur les derniers mois qui ont fait un certain nombre de morts d'ailleurs. Et en termes de développement, il faut rappeler que les premières réserves de pétrole au monde, certes, mais aujourd'hui, le Venezuela, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais doit être aux alentours de 2,5 millions de barils jour, c'est-à-dire le quart de la production saoudienne, peut-être un petit peu moins. On pourrait faire beaucoup plus. De l'Irak. Normalement, historiquement, il était monté à 3 ou 4, et je crois me souvenir que Maduro, à un moment, avait dit « nous devons atteindre 6 millions de barils jour ». Alors, évidemment que la face du Venezuela pourrait en être changée, mais je le répète, le problème aujourd'hui, c'est que ça fuit de partout. Hein. Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire de plus Allez-y, Alfredo Valadao. Le paradoxe avec la compagnie vénézuélienne, c'est qu'une partie de ses bénéfices viennent des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils possèdent aux États-Unis l'un des plus grands réseaux de distribution. C'est la Citgo. N'importe qui va aux États-Unis, Citgo, c'est PDVSA. Donc une partie de ce qu'elle gagne vient des États-Unis. Et donc les États-Unis, c'est fondamental pour l'économie du chavisme au Venezuela. On parlait tout à l'heure, Philippe Chalmin, d'un Venezuela complètement dépendant de la manne pétrolière. Un tiers du PIB, c'est du pétrole. 94% des exportations, c'est du pétrole. Maintenant, qu'est-ce que le Venezuela pourrait faire d'autre justement pour diversifier? Déjà, bon, alors évidemment... Il y a déjà, tout simplement, vous vous rendez compte que le Venezuela en est même réduit à importer son café. Ils importent aujourd'hui 60 à 70% des biens qu'ils consomment, notamment du point de vue agricole, etc. Bon, je ne suis pas un spécialiste du Venezuela, mais je crois que malheureusement, on en est arrivé à une situation où le pétrole a tout détruit. Il y a un autre pays de l'autre côté de l'Atlantique qui est un peu similaire, c'est le Nigeria. Et le Venezuela me rappelle aujourd'hui le Nigeria de la grande époque, lorsque on importait du ciment à plus savoir qu'en faire, etc. Le Nigeria n'a pas fondamentalement changé, même s'il donne quelque espoir aujourd'hui. Tiens, on fait rentrer Philippe Ferreira, responsable de la recherche chez Lyxor Asset Management, qui rentre, notre décodeur de 20h. Installez-vous à côté de moi, Philippe Ferreira. Je vous donne la parole dans un instant, bien entendu. Juste encore un mot sur le Nigeria, ça tombe bien, parce que l'actualité, Philippe Chalmin, c'est le président de la République, François Hollande, qui s'y rend, j'ouvre une parenthèse, bien sûr, demain et vendredi. Pays plus peuplé d'Afrique, 170 millions d'habitants, centenaire de l'unification du pays. Il faut compter sur le Nigeria. Pourquoi il y va là-bas? Écoutez, il y va parce que un certain nombre d'entreprises françaises sont de gros opérateurs au Nigeria, à commencer par Total. Il pourrait peut-être lui demander des nouvelles de l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui a été viré simplement la semaine dernière, parce qu'il avait sorti un rapport qui a fait beaucoup de bruit au niveau mondial, dans lequel il remarquait qu'il y avait une différence entre les quantités de pétrole produites et facturées par la compagnie nationale nigériane, et il estimait qu'il y avait une perte en ligne de 1 milliard de dollars par mois pour les finances publiques nigérianes. Ça n'a pas plu au président Goodluck Jonathan, qui va recevoir donc François Hollande, et qui a viré ce personnage, donc ce gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, qui pourtant était un de ceux qui avait permis de redonner au Nigeria une image de pays presque fréquentable dans les milieux financiers internationaux. Donc
le Nigeria, il est exactement dans cette situation, sauf que, bon, je dirais qu'on est un peu habitué à cette situation au Nigeria, et qu'il y a aujourd'hui d'abord, ce n'est pas du tout la même taille, on est sur un pays qui est probablement plus proche aujourd'hui de 200 millions d'habitants, qui sera à 400 ou 500 millions d'habitants dans 20 ou 30 ans, et qui est débordant d'énergie, paradoxalement. Lagos est une ville complètement folle, mais où il se fait des choses, où il se crée des choses. Tous les spécialistes de l'Afrique vous diront qu'il faut peut-être relativiser la vision finalement un peu négative que l'on a du Nigeria, alors que malheureusement, de ce que j'en ai compris de notre débat, il n'y a pas grand-chose à relativiser de la vision négative que nous avons du Venezuela. Bon, alors on continue. Philippe Ferreira est avec nous, donc responsable de la recherche de la plateforme de compte géré alternatif chez Lyxor Asset Management, spécialiste aussi de tout ce qui est pays émergents. Vous étiez venu récemment dans les décodeurs de l'Écho. On a beaucoup parlé du Venezuela, on a vu ces troupes, ces manifestations, cette répression aussi de la part du pouvoir vénézuélien. Juste, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec l'Ukraine d'une façon ou d'une autre? Alors, on peut faire le parallèle avec l'Ukraine dans la mesure où ce sont des contextes assez locaux, donc des problèmes internes qui se sont traduits par des implications de marché assez larges, mais on peut faire le parallèle dans la mesure où c'est des problèmes internes au pays. Bon, l'Ukraine, c'est une démocratie jeune, depuis 91, l'indépendance avec la Russie, qui a toujours eu des liens assez étroits avec son cousin russe, et qui, depuis 5-6 ans, navigue un petit peu entre l'Europe et la Russie, qui ne sait pas trop comment se positionner, et le débat interne est assez divisé, par ailleurs. Le Venezuela, alors, les deux pays sont producteurs de matières premières, l'Ukraine est un grand producteur de blé, mais ce sont des matières premières différentes. Le Venezuela est un grand exportateur de matières premières, et là, les tensions sociales sont le résultat de quelques décennies de chavisme où finalement on n'a pas vraiment tiré parti des ressources pétrolières pour investir et préparer le pays vers l'avenir, mais plutôt une approche populiste qui consiste à redistribuer la richesse, ce qui a été très bien perçu par les couches plus populaires, mais pas d'investissement de fonds en éducation qui pourrait préparer le pays à un choc. Et là, la grande différence, c'est que les prix du pétrole n'augmentent plus. Il reste à un niveau élevé, mais il n'augmente plus par rapport à la dynamique 2007-2012. Et le choc se fait brutalement sentir. Ouais, Yannick Maduro a fait part de sa solidarité avec Viktor Yanukovych. Oui, Philippe Moreau-Desfarges. Et puis un petit mot, Philippe Chalmin, parce qu'il va nous quitter, Philippe Chalmin. Il y a des ressemblances entre l'Ukraine et le Venezuela, moi je veux bien. Il y a quand même des différences fondamentales. Si vous voulez, la problématique de l'Ukraine, c'est quand même le rapport avec la Russie. Il y a plus que des liens étroits. La Russie et l'Ukraine, c'est deux pays complètement liés. Donc il y a un problème politique fondamental qui est radicalement différent du problème vénézuélien. Deuxième point que je voudrais rappeler, c'est que dans le cas du Venezuela, il y a ce poids du caudillisme, il y a tout un héritage propre à l'Amérique latine. Disons que dans le cas de l'Ukraine, il y a un héritage politique qui est quand même très différent. Vous avez quoi, Philippe, puisque vous êtes chaud là-dessus, vous viendrez m'en parler samedi. Tiens, vous êtes réquisitionné samedi matin à 9h à la radio sur BFM Business pour Good Morning Weekend. Vous serez avec nous, j'espère. Enfin bon, j'espère que vous allez pouvoir vous libérer. Encore un mot, Philippe Chalmin. Alors, ce que disait Philippe Ferreira, les matières premières, le blé d'un côté, le pétrole de l'autre. C'est le maïs en réalité. L'Ukraine pèse beaucoup plus sur le marché du maïs. Il en est le 3e exportateur mondial aujourd'hui que sur le blé. Mais si je fais blé, maïs, orge, colza, je suis à 33 millions de tonnes d'exportation. Néanmoins, autant la malédiction des matières premières, ça marche pour l'énergie, ça marche pour les minerais et métaux. Dans le domaine agricole, c'est quand même relativement différent, même si on peut discuter des problèmes d'accaparement des terres, etc. Juste pour conclure, et vous parlez de Caudillo, je voudrais vous citer Mario Vargas Llosa, qui écrivait à propos des Caudillo, ces clowns horripilants aux mains tachées de sang, gonflés de vanité par la servilité et l'adulation qui les entourent, ne sont-ils pas la cause des pires désastres de l'Amérique latine et du monde? Au fond, ceci s'applique quand même pas mal, à la fois à Chavez et peut-être à ce malheureux Maduro. C'est pour ça qu'il y a la malédiction du pétrole, mais aussi il y a la malédiction du caudillisme. Bon, allez, Philippe Chalmin, je vous remercie, professeur à Paris-Dauphine, auteur du Cyclope. Il doit nous quitter. On va retrouver tous nos autres décodeurs dans un instant, et notamment Philippe Ferreira, parce que ce qu'on voit au Venezuela, on a l'impression qu'il y a une vague similaire qui touche d'autres pays. Actuellement, aujourd'hui, au moment où on se parle, la Turquie, la Thaïlande, le Cambodge, par exemple, le Bangladesh. À tout de suite sur BFM Business. Les décodeurs de l'Écho reviennent. Les décodeurs de l'Écho. Sur BFM Business, l'Écho, c'est clair.